Quelque part en vous, il existait peut-être une version de cette histoire qui n'a jamais été écrite. Une version dans laquelle toute la souffrance accumulée aurait enfin trouvé un moyen de s'exprimer. Une version où les messages soigneusement formulés auraient laissé place à une vérité plus directe, plus spontanée, débarrassée de toute retenue. Cette possibilité était réelle. Elle pouvait sembler profondément tentante, surtout dans les moments où la frustration devenait difficile à supporter. Pourtant, vous avez choisi de ne pas suivre cette impulsion. Et cette décision, souvent invisible aux yeux des autres, pourrait bien avoir été l'une des décisions les plus importantes que vous ayez prises pour votre équilibre émotionnel et plus encore pour votre propre évolution. Comprendre la colère avant de parler de maîtrise de soi, avant de comprendre la valeur de la retenue, il faut reconnaître ce qu'elle cherchait réellement à contenir. Lorsqu'une personne ayant tendance à éviter l'intimité émotionnelle vous blesse, la colère qui apparaît n'est pas toujours une colère simple. Elle peut être mêlée à la confusion, au doute, à la déception et à cette question persistante: pourquoi est-ce que cela me fait autant de mal alors qu'il n'y a même pas eu un événement clairement identifiable? C'est justement ce qui rend certaines blessures relationnelles si difficiles à comprendre. La souffrance ne provient pas nécessairement d'une parole brutale ou d'un geste spectaculaire. Elle peut apparaître progressivement à travers les absences, les distances répétées, les émotions qui restent inexprimées et les besoins qui ne trouvent jamais véritablement de réponse. Psychologiquement, ce type d'expérience peut créer une tension particulière. Il devient difficile de savoir où placer sa colère parce qu'il n'existe pas toujours un moment précis auquel attribuer toute la douleur. Lorsque les émotions restent longtemps sans être reconnues, elles cherchent naturellement une issue. Et dans un moment de grande vulnérabilité, l'esprit peut imaginer différentes façons de retrouver un sentiment de justice ou de soulagement immédiat. Quand la douleur cherche une réponse, dans la réalité, reprendre les choses en main ne signifie pas forcément faire quelque chose de spectaculaire. Cela peut simplement prendre la forme d'un long message écrit au milieu de la nuit dans lequel chaque déception, chaque frustration et chaque incompréhension sont minutieusement exposées avec l'espoir que l'autre comprenne enfin l'impact de son comportement. Cela peut aussi être l'envie de raconter son expérience à des personnes de son entourage, non pas nécessairement pour nuire, mais parce qu'une partie de soi souhaite que quelqu'un d'autre puisse enfin voir ce qui a été vécu en silence. Parfois encore, la tentation consiste à répondre à la froideur par davantage de froideur, au silence par une réaction plus forte, ou à la distance par une attitude destinée à provoquer une prise de conscience. Ces réactions peuvent sembler compréhensibles sur le plan émotionnel. Elles ne signifient pas automatiquement que vous êtes une personne mauvaise ou animée par la volonté de faire du mal. Elles peuvent simplement révéler une souffrance qui cherche désespérément à être reconnue. Mais comprendre une impulsion ne signifie pas nécessairement devoir la suivre. C'est là qu'intervient une notion essentielle en psychologie, la régulation émotionnelle. Ressentir une émotion et agir immédiatement sous son influence sont deux choses différentes. La colère peut être légitime sans que toutes les actions qu'elle inspire soient bénéfiques. Il est possible de ressentir une immense frustration, d'imaginer ce que l'on pourrait dire, de rédiger un message, puis de décider finalement de ne pas l'envoyer. Il est possible de prendre son téléphone, de réfléchir quelques instants, puis de le poser. Il est même possible de se représenter mentalement le soulagement que procurerait une confrontation, et de reconnaître ensuite
que ce soulagement serait peut-être très temporaire. Cette distinction est fondamentale. Une pensée n'est pas une action. Une émotion n'est pas une obligation. Une impulsion n'est pas une décision. Et le fait d'avoir imaginé une réaction sous l'effet de la douleur ne définit pas votre caractère. Ce qui révèle véritablement votre maturité émotionnelle, c'est ce que vous choisissez de faire après avoir reconnu cette émotion. La maîtrise de soi n'est donc pas l'absence de colère. Elle consiste à laisser suffisamment d'espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on décide de faire. C'est dans cet espace que la dignité personnelle peut réapparaître. Et parfois la réponse la plus forte n'est ni une explication interminable, ni une revanche, ni une tentative de faire ressentir à l'autre ce que vous avez ressenti. C'est simplement le choix de ne plus abandonner votre paix intérieure pour obtenir une réaction de quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à comprendre. La véritable force commence souvent lorsque l'on cesse de chercher à contrôler la conscience de l'autre et que l'on recommence à prendre soin de la sienne. Cela peut être le signe d'un système nerveux profondément éprouvé qui cherche désespérément un moyen de retrouver une sensation de contrôle après avoir vécu trop longtemps avec l'impression de ne rien pouvoir changer. Pour comprendre pourquoi cette envie de reprendre le contrôle peut devenir si puissante après une blessure relationnelle, il faut s'intéresser à un élément essentiel, le déséquilibre dans la responsabilité émotionnelle. Lorsqu'une personne ayant tendance à éviter l'intimité émotionnelle se retire sans véritable explication, la personne qui reste peut se retrouver avec une multitude de questions sans réponse. Elle peut avoir le sentiment que sa souffrance a été minimisée, que l'impact des comportements de l'autre n'a pas été reconnu, ou encore que sa réaction a été considérée comme excessive par rapport à ce que l'autre jugeait acceptable. Ce décalage crée une forme d'inachevé psychologique. Quelque chose reste en suspens. Et parfois, les échanges ordinaires ne suffisent pas à résoudre cette tension. Lorsque l'autre répond par l'évitement, la distance ou le refus d'approfondir la conversation, le besoin de compréhension peut devenir encore plus intense. C'est précisément à ce moment que l'esprit peut commencer à imaginer une autre solution, provoquer une confrontation que l'autre ne pourrait plus simplement éviter. Cette idée peut sembler séduisante, parce qu'elle promet ce que les conversations précédentes n'ont pas réussi à offrir une réaction claire, une reconnaissance immédiate des conséquences, et surtout l'impression que la situation serait enfin équilibrée. Mais cette représentation comporte un piège psychologique important. La satisfaction imaginée avant une réaction impulsive est généralement beaucoup plus forte et beaucoup plus durable que celle ressentie après le passage à l'acte. Ce n'est pas simplement une question de morale ou de bonne conduite. La psychologie de la régulation émotionnelle montre que l'action impulsive peut procurer un soulagement immédiat sans pour autant résoudre la blessure qui se trouve derrière l'émotion. Pendant quelques instants, une personne peut avoir l'impression d'avoir enfin repris le dessus. Puis l'intensité retombe. Et ce qui reste peut être plus complexe. La déception, le malaise, le regret, parfois la honte d'avoir agi d'une manière qui ne correspond pas réellement à ses valeurs. La situation initiale n'a pas nécessairement été réparée. Une nouvelle charge émotionnelle peut simplement être venue s'ajouter à la précédente. L'illusion de puissance créée par l'adrénaline. Il existe ici une distinction psychologique particulièrement importante. Au moment où une personne agit sous le coup d'une émotion intense, l'activation physiologique peut donner une impression très forte de puissance et de détermination.
envoyer ce message que l'on retenait depuis des jours. Téléphoner pour enfin dire tout ce qui n'avait jamais été exprimé. Révéler ce que l'on avait gardé pour soi. Tout cela peut produire une sensation immédiate d'action après une longue période durant laquelle on s'est senti impuissant. Mais l'intensité n'est pas nécessairement synonyme de guérison. L'adrénaline peut donner l'impression que quelque chose vient enfin de changer. Pourtant, lorsque cette activation diminue, la blessure profonde peut toujours être présente. Le problème n'était pas seulement de ne pas avoir parlé. Le véritable problème était parfois la douleur d'avoir été ignoré, incompris, déçu ou laissé dans l'incertitude. Une réaction impulsive peut détourner momentanément l'attention de cette souffrance sans réellement la transformer. C'est un peu comme une démangeaison, le fait de la soulager immédiatement peut apporter une sensation agréable pendant un court instant, mais cela ne signifie pas que la cause profonde a disparu. La véritable signification de la retenue. Il est donc essentiel de corriger une idée reçue. La retenue émotionnelle n'est pas nécessairement de la répression. Elle ne signifie pas nier sa colère, faire semblant de ne pas souffrir ou tout garder à l'intérieur jusqu'à l'épuisement. La véritable retenue consiste à ressentir pleinement une émotion tout en refusant de lui abandonner le contrôle de ses actes. La colère peut être entendue sans devenir une arme. La déception peut être reconnue sans se transformer en humiliation de l'autre. La tristesse peut être accueillie sans conduire à une réaction que l'on regrettera plus tard. C'est une différence fondamentale entre réprimer une émotion et la réguler. Réprimer, c'est tenter de faire disparaître ce que l'on ressent. Réguler, c'est reconnaître ce que l'on ressent. Comprendre ce que cette émotion cherche à signaler, puis choisir consciemment la réponse qui correspond le mieux à ses valeurs. C'est là que commence une forme plus profonde de maturité émotionnelle. La personne qui apprend à faire cette distinction n'abandonne pas sa dignité. Au contraire, elle cesse progressivement de confier son équilibre intérieur aux réactions d'une autre personne. Elle comprend qu'elle ne peut pas obliger quelqu'un à reconnaître sa faute, à comprendre sa souffrance ou à changer de comportement. En revanche, elle peut décider de la manière dont elle souhaite se comporter face à cette expérience. Et cette décision peut devenir le véritable point de départ d'une reconstruction intérieure. La force ne consiste pas toujours à obtenir enfin une réaction de l'autre. Parfois, la force consiste à ne plus avoir besoin de cette réaction pour savoir que ce qui a été vécu comptait. C'est à partir de là que la colère peut progressivement devenir une information plutôt qu'une impulsion et que la douleur peut commencer à se transformer en lucidité, en limite plus saine et en respect de soi. Cette distinction est essentielle car une colère constamment réprimée ne disparaît pas nécessairement. Lorsqu'elle n'est jamais reconnue ni comprise, elle peut finir par ressurgir indirectement dans d'autres relations à travers une irritabilité inattendue, des réactions disproportionnées ou même une tension émotionnelle qui s'installe durablement. La retenue, lorsqu'elle est saine, signifie tout autre chose. Elle consiste à reconnaître pleinement sa colère, à comprendre qu'elle peut être légitime, tout en refusant de laisser chaque impulsion émotionnelle décider de ses actes. C'est souvent beaucoup plus difficile que de tout enfouir ou, à l'inverse, de tout exprimer sans filtre. Cela demande une véritable solidité intérieure, une forme de maturité émotionnelle qui passe souvent inaperçue parce qu'elle ne produit aucun spectacle. Ce que vous avez réellement protégé, en choisissant cette voie plus difficile,
Vous n'avez pas simplement évité une confrontation inconfortable. Vous avez protégé quelque chose de beaucoup plus précieux, l'histoire que vous pourrez continuer à raconter sur vous-même. Chaque fois qu'une personne répond à une blessure par une réaction destinée à atteindre l'autre, elle risque de créer un nouvel élément dans l'histoire. Même si cette réaction paraît minime par rapport à la blessure initiale, elle peut progressivement déplacer l'attention. La question n'est alors plus seulement « que s'est-il passé au départ ?», elle devient « regarder ce que l'autre a fait en réaction ». Sur le plan psychologique, ce déplacement peut brouiller la compréhension d'une situation relationnelle complexe. La personne qui avait initialement causé la souffrance peut alors se concentrer davantage sur la réaction reçue que sur les comportements qui l'ont précédé. En choisissant de ne pas alimenter cette dynamique, vous avez conservé une chose essentielle, la clarté de votre propre récit. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une nouvelle blessure à une histoire qui en contenait déjà suffisamment. Vous avez laissé les faits rester à leur place sans permettre à votre réaction de devenir le centre de toute l'histoire. La relation avec le respect de soi. Le respect de soi fonctionne sur une temporalité beaucoup plus longue que celle d'une émotion intense. Une réaction impulsive peut procurer quelques instants de satisfaction. Le respect de soi lui se construit au fil des années. Il se forme à travers une accumulation de décisions, surtout celles que l'on prend lorsque la tentation de faire autrement est particulièrement forte. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas envoyer un message écrit sous le coup de la colère, de ne pas divulguer une information personnelle ou de ne pas répondre à une blessure par une autre blessure, vous avez renforcé votre cohérence intérieure. Imaginez cela comme une réserve de confiance envers vous-même. Cette réserve devient précieuse lorsque d'autres difficultés apparaissent. Dans une future relation, face à une nouvelle déception, ou dans un moment où la réaction la plus facile serait de trahir vos propres valeurs pour obtenir un soulagement immédiat, vous pourrez vous appuyer sur cette expérience. Vous saurez que vous êtes capable de ressentir intensément sans perdre votre direction. C'est peut-être cela au fond que la retenue protégeait véritablement. Elle ne concernait pas seulement l'autre personne. Elle concernait la personne que vous souhaitiez continuer à être. Même lorsqu'une autre personne vous a profondément déçu, vous avez le droit de choisir une conduite qui reste compatible avec vos valeurs. Pourquoi certaines réactions peuvent renforcer l'évitement? Cette perspective permet également de mieux comprendre certains mécanismes associés au comportement d'évitement émotionnel. Une personne qui fonctionne depuis longtemps dans l'évitement peut porter derrière ses défenses des croyances profondément négatives sur elle-même et sur les relations. Elle peut par exemple craindre de ne pas être capable de maintenir une relation saine, de finir par décevoir l'autre, ou de devenir une source de souffrance dès qu'une véritable proximité émotionnelle apparaît. Il ne faut pas considérer ces croyances comme des vérités sur sa personnalité. Ce sont plutôt des schémas psychologiques qui peuvent s'être construits au fil des expériences des blessures et des mécanismes de protection. Lorsqu'une relation devient intense et qu'une réaction très conflictuelle survient, ces croyances peuvent parfois sembler confirmées. La personne peut alors interpréter le conflit comme la preuve que la proximité finit inévitablement par devenir dangereuse. Elle peut se dire consciemment ou non, la proximité conduit toujours aux complications. Ou encore, dès que je laisse quelqu'un entrer dans ma vie, je finis par être blessé ou puni. Dans ce contexte, une réaction très agressive ou profondément conflictuelle peut involontairement renforcer le système défensif que l'on aurait justement souhaité voir évoluer. Ce n'est pas parce que la personne qui a été blessée
serait responsable du comportement d'évitement de l'autre. Elle ne l'est pas. Chacun demeure responsable de ses propres choix, de ses réactions et de son évolution personnelle. Mais il existe une différence importante entre avoir raison sur une blessure et choisir une réponse qui protège réellement son avenir. La retenue ne signifie donc pas excuser l'autre. Elle ne signifie pas minimiser ce qui s'est passé. Elle ne signifie pas accepter l'inacceptable. Elle signifie simplement refuser de laisser une expérience douloureuse décider de la personne que vous allez devenir. Et lorsque la colère est reconnue, comprise, puis transformée en limite claire, en distance saine et en respect de soi, elle cesse progressivement d'être une force qui vous entraîne. Elle devient une information. Elle vous indique ce qui a dépassé vos limites, ce que vous ne souhaitez plus accepter et ce que vous devez désormais protéger. C'est là que la maîtrise émotionnelle devient quelque chose de beaucoup plus profond que le simple fait de rester calme. Elle devient la capacité de rester fidèle à soi-même, même lorsque quelqu'un d'autre n'a pas su vous traiter avec la même considération. Cela signifie que votre maîtrise de vous-même a permis d'accomplir quelque chose que la vengeance n'aurait jamais pu produire. En refusant de confirmer leur récit défensif par une réaction spectaculaire ou destructrice, vous leur avez retiré cet échappatoire facile qui consiste à penser « voilà pourquoi je dois me protéger des autres ». Même face à une colère réelle et légitime, votre attitude calme, stable et digne ne leur a pas fourni cette justification. Ce qu'ils décideront de faire face à l'absence de cette excuse leur appartient entièrement. Mais vous ne leur avez pas offert cette justification comme une réaction de représailles aurait pu le faire. Ce qui se passe après avoir choisi la maîtrise de soi, il est important de comprendre ce qui se produit réellement après avoir choisi de ne pas réagir impulsivement. Dans l'immédiat, cette décision peut sembler profondément insatisfaisante, surtout lorsqu'on compare la réalité à l'image mentale d'une vengeance qui aurait enfin apporté une forme de soulagement. Après avoir choisi la retenue, un étrange silence peut s'installer. Il n'y a pas de grand affrontement, pas de scène spectaculaire, pas de conclusion théâtrale. La vie continue simplement de manière presque ordinaire. La douleur, elle est toujours présente. La blessure émotionnelle doit encore être comprise et traversée sans cette distraction temporaire qu'une réaction dirigée contre l'autre aurait éventuellement procuré. Ce sentiment de dénouement inachevé mérite d'être reconnu. Il peut donner l'impression au début que la maîtrise de soi n'a servi à rien. Pourtant, cette impression est trompeuse. L'absence de conséquences spectaculaires à l'extérieur ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé à l'intérieur. Au contraire, quelque chose de profondément significatif peut avoir émergé, la découverte que vos valeurs personnelles peuvent rester plus fortes que vos impulsions les plus intenses, même lorsque vous traversez une période de crise émotionnelle. Sur le plan psychologique, cette expérience peut renforcer le sentiment d'intégrité personnelle. Vous ne contrôlez peut-être pas les actes des autres, mais vous pouvez progressivement apprendre à ne pas leur abandonner le contrôle de vos propres réactions. La douleur doit encore être traversée. Il faut également parler du deuil émotionnel, car la maîtrise de soi ne supprime pas la peine. Elle permet simplement de laisser cette peine être vécue avec davantage d'honnêteté au lieu de la recouvrir momentanément par une réaction de colère ou de représailles. Il peut être nécessaire de faire le deuil de ce que cette relation représentait, de faire le deuil de l'image que vous aviez construite de cette personne, de reconnaître aussi le temps, l'énergie et l'investissement émotionnel qui, dans les moments les plus douloureux,
peuvent donner l'impression d'avoir été entièrement perdus. Ces émotions restent légitimes qu'il y ait eu réaction impulsive ou non. La retenue permet toutefois de traverser cette souffrance avec moins de complications supplémentaires, notamment celles qui peuvent apparaître lorsque la colère conduit à des comportements que l'on regrette ensuite. Une douleur vécue avec lucidité, aussi difficile soit-elle, peut progressivement s'apaiser. À l'inverse, lorsque la souffrance émotionnelle se mélange à la culpabilité ou au regret concernant ses propres réactions, le processus intérieur peut devenir beaucoup plus complexe. Le besoin qu'ils comprennent enfin. Il existe également une autre dimension particulièrement importante, le désir qu'ils comprennent enfin, qu'ils voient clairement ce qu'ils ont fait, qu'ils prennent pleinement conscience des conséquences de leur comportement, qu'ils ressentent un regret à la hauteur de la souffrance provoquée. Cette attente peut être extrêmement puissante. Une partie du désir de représailles vient parfois de l'espoir qu'une réaction suffisamment forte obligera enfin l'autre à comprendre. Comme si une confrontation spectaculaire pouvait produire cette reconnaissance tant attendue et apporter une validation à une douleur qui a longtemps semblé ignorée. Ce désir est humain et compréhensible, mais il repose sur une hypothèse fragile, celle de pouvoir provoquer chez quelqu'un une prise de conscience profonde, simplement en intensifiant sa propre réaction. Or, lorsqu'une personne fonctionne depuis longtemps avec des mécanismes psychologiques tels que l'évitement, la rationalisation, le déni ou la difficulté à reconnaître sa responsabilité, une réaction extérieure ne suffit généralement pas à créer une véritable remise en question. La véritable prise de responsabilité ne peut pas être imposée de l'extérieur. Si un changement authentique doit apparaître, il nécessite une démarche intérieure, reconnaître ses comportements, accepter leurs conséquences, comprendre les mécanismes qui les ont alimentés et développer progressivement une plus grande responsabilité émotionnelle. Tout cela appartient à l'autre personne. Vous ne pouvez pas accomplir ce travail à sa place. Renoncer au besoin d'être parfaitement compris, c'est pourquoi apprendre à abandonner le besoin que l'autre comprenne entièrement votre souffrance peut devenir une étape essentielle du processus de guérison. Cela ne signifie absolument pas que votre douleur était insignifiante. Cela ne signifie pas non plus qu'il faut minimiser ce qui s'est passé, excuser les comportements blessants ou prétendre que tout va bien. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond, comprendre que votre guérison ne peut pas rester entièrement dépendante d'une reconnaissance que l'autre personne n'est peut-être pas capable de vous offrir. Attendre indéfiniment que quelqu'un comprenne votre douleur avant de vous autoriser à avancer revient à placer une partie de votre liberté émotionnelle entre ses mains. Votre reconstruction devient alors dépendante de sa prise de conscience de ses excuses, de ses regrets ou de sa capacité à reconnaître ce qu'elle vous a fait vivre. Or, ces éléments ne sont pas sous votre contrôle. Même si votre désir d'être compris est parfaitement légitime, votre chemin vers l'apaisement ne devrait pas dépendre entièrement de cette compréhension. La guérison commence souvent lorsque l'on cesse de demander à l'autre de confirmer la réalité de ce que l'on a vécu. Votre souffrance n'a pas besoin d'être validée par la personne qui l'a provoquée pour être réelle. Et votre dignité n'a pas besoin d'une revanche pour être préservée. Parfois, la véritable force psychologique ne consiste pas à obtenir le dernier mot, mais à reprendre progressivement la responsabilité de sa propre paix intérieure. Il est essentiel de distinguer clairement la responsabilité de la vengeance, car ces deux notions sont souvent confondues, alors qu'elles répondent à des logiques psychologiques
profondément différentes. La responsabilité consiste à reconnaître sincèrement les conséquences de ces actes, à comprendre la souffrance ou les difficultés qu'ils ont pu provoquer, et surtout à accepter d'en tirer des leçons afin de modifier durablement son comportement. La vengeance, en revanche, cherche avant tout à faire subir une douleur en retour. Elle repose sur l'idée que l'autre comprendra enfin ce qu'il a fait lorsqu'il connaîtra une souffrance comparable. Pourtant, la douleur infligée en représailles conduit rarement à une véritable prise de responsabilité. Sur le plan psychologique, elle peut plutôt déclencher des mécanismes défensifs, justification, minimisation, déni ou accusation en retour. Au lieu de favoriser une prise de conscience, elle risque alors de renforcer précisément les schémas relationnels que l'on souhaitait dépasser. Une véritable responsabilisation exige quelque chose de plus profond, la capacité de regarder ses propres actes sans chercher immédiatement à se protéger de la honte ou de la peur. Il faut pouvoir reconnaître une erreur sans avoir le sentiment que cette reconnaissance entraînera automatiquement une humiliation totale ou une punition écrasante. Lorsque la réaction en face devient particulièrement agressive, l'esprit peut se concentrer davantage sur l'autoprotection que sur l'introspection. La personne cherche alors à se défendre, à expliquer son comportement ou à retourner la situation plutôt qu'à comprendre réellement ce qui s'est passé. Dans cette perspective, la retenue peut parfois préserver un espace dans lequel une réflexion authentique reste possible. Cela ne signifie évidemment pas qu'elle garantit une prise de conscience. Le changement appartient toujours à la personne concernée. Personne ne peut faire ce travail intérieur à sa place. Il faut également parler de la colère qui persiste après une blessure importante. Cette émotion mérite d'être reconnue avec honnêteté. Elle ne disparaît pas nécessairement parce qu'une décision raisonnable a été prise. Elle peut revenir des semaines ou des mois plus tard, parfois à la suite d'un souvenir apparemment banal, d'une situation ressemblante, ou simplement d'un moment de silence au cours duquel une ancienne douleur refait surface. Ce phénomène ne signifie pas que le chemin parcouru a été inutile. La psychologie montre que le processus de guérison émotionnelle n'est pas toujours linéaire. Certaines blessures ont laissé derrière elles des questions sans réponse, des paroles jamais prononcées ou une impression d'injustice qui n'a pas trouvé de conclusion satisfaisante. Apprendre à accueillir le retour occasionnel de la colère sans se juger sévèrement constitue donc une étape importante. Ressentir encore une émotion longtemps après un événement ne signifie pas nécessairement que l'on est prisonnier du passé. Cela peut simplement indiquer qu'une partie de l'expérience émotionnelle demande encore à être intégrée. La question devient alors: que faire de cette colère lorsque la vengeance n'est plus une option? La colère a besoin d'un espace d'expression constructif. Elle peut être transformée sans être dirigée contre la personne qui a provoqué la blessure. L'activité physique, par exemple, peut aider à réduire la tension accumulée dans le corps et à retrouver progressivement un état intérieur plus stable. L'écriture personnelle peut également être utile. Mettre sur papier ce qui n'a jamais pu être exprimé permet parfois de clarifier ses pensées sans nécessairement envoyer ces mots à qui que ce soit. Parler avec une personne de confiance ou avec un professionnel de l'accompagnement psychologique peut aussi offrir un espace dans lequel les émotions peuvent être exprimées sans jugement. L'objectif n'est pas de faire semblant que tout va bien. Il ne s'agit pas non plus de transformer la colère en une simple distraction. Il s'agit de la comprendre, de l'intégrer et progressivement de lui donner une autre direction. Avec le temps,
Lorsque l'émotion est réellement traversée plutôt que constamment réprimée ou transformée en représailles, quelque chose peut évoluer. La colère peut devenir moins intense et laisser davantage de place à une émotion plus silencieuse, parfois la tristesse, parfois l'acceptation, parfois simplement une compréhension plus lucide de ce qui s'est réellement passé. Cette évolution ne signifie pas nécessairement que tout est pardonné, oublié ou excusé. Elle peut simplement signifier que l'événement n'a plus besoin de gouverner chaque pensée, chaque réaction ou chaque décision. C'est peut-être là l'une des formes les plus profondes de guérison émotionnelle, ne plus chercher à obtenir du passé une réparation qu'il ne peut pas offrir, mais retrouver progressivement la liberté de construire son présent sans être constamment dirigé par ce qui a été subi. La véritable force psychologique ne consiste donc pas à faire souffrir quelqu'un en retour. Elle consiste à comprendre ce que la blessure a provoqué en soi, à restaurer ses limites, à préserver sa dignité et à choisir consciemment ce que l'on souhaite devenir après cette expérience. Cette transition émotionnelle se fait à son propre rythme. Elle ne peut ni être forcée, ni accélérée artificiellement. Choisir de ne pas répondre à la blessure par la vengeance ne garantit pas que la colère disparaîtra rapidement. En revanche, cette retenue permet que l'apaisement, lorsqu'il arrive, ne soit pas compliqué par de nouvelles conséquences liées à des décisions prises sous l'emprise d'une émotion intense. Avec le recul, certaines réactions peuvent sembler beaucoup moins satisfaisantes qu'elles ne l'étaient dans l'instant. C'est pourquoi il est important de parler de la dignité que représente la retenue. La dignité n'est pas simplement une qualité morale que l'on évoque pour donner une belle apparence à une situation difficile. Elle correspond à quelque chose de beaucoup plus concret, rester en accord avec ses propres valeurs, même lorsque les circonstances pourraient rendre compréhensible, aux yeux de presque tout le monde, le fait de les abandonner. Dans une période de crise émotionnelle, chaque impulsion peut pousser vers une réaction immédiate, spectaculaire ou irréversible. Pourtant, conserver son calme et choisir consciemment ses actes demande une forme de courage discret. De l'extérieur, cette décision peut donner l'impression que rien ne s'est passé. Mais intérieurement, quelque chose d'essentiel s'est produit. À plusieurs reprises, parfois, simplement d'une minute à l'autre, une personne peut décider de rester fidèle à la version d'elle-même qu'elle pourra encore respecter plus tard. Cela ne signifie pas nier la douleur. Cela ne signifie pas prétendre que ce qui s'est passé était acceptable. Et cela ne signifie certainement pas renoncer à ses limites. La retenue consiste plutôt à reconnaître pleinement la blessure, tout en refusant de laisser cette blessure décider de ses actes. C'est là que la psychologie de la régulation émotionnelle devient particulièrement intéressante. Une émotion peut être légitime sans que toutes les actions qu'elle inspire soient nécessairement bonnes pour soi. Ressentir la colère est une chose. Lui confier le contrôle de ses décisions en est une autre. Cette distinction révèle également quelque chose de profond sur le caractère. Le caractère ne se manifeste pas uniquement dans les périodes paisibles, lorsque les décisions sont faciles, et que rien ne menace véritablement nos valeurs. Il apparaît avec davantage de netteté lorsqu'une personne est confrontée à une tentation réelle, celle de choisir une réaction immédiate qui procure un soulagement momentané, mais qui risque de créer de nouvelles conséquences. Avoir ressenti une forte envie de riposter, avoir envisagé cette possibilité et avoir finalement choisi une autre voie révèle une forme importante de maîtrise intérieure. Ce choix peut sembler insignifiant parce qu'il n'est généralement pas spectaculaire. Pourtant,
il peut représenter l'une des décisions les plus importantes prises au cours de toute cette période difficile. Car une satisfaction immédiate ne dure pas nécessairement. Les conséquences, elles peuvent rester beaucoup plus longtemps. Avec le temps, la différence entre retenue et représailles peut également influencer la manière dont les autres perçoivent une personne. Quelqu'un qui conserve régulièrement une certaine stabilité émotionnelle dans les périodes difficiles peut progressivement inspirer une réputation de fiabilité, de maturité et de confiance. Cette perception dépasse largement une situation particulière. Elle peut influencer les relations futures, les amitiés, les collaborations et la manière dont les autres se sentent en sécurité lorsqu'ils doivent traverser une période complexe avec cette personne. À l'inverse, une réaction impulsive peut parfois laisser une impression durable d'instabilité ou d'imprévisibilité, même lorsque la colère initiale était compréhensible. Dans le feu du moment, il est difficile d'anticiper ses conséquences. C'est précisément pourquoi la capacité à prendre du recul constitue une véritable ressource psychologique. Alors, à quoi ressemble réellement la force intérieure? La force n'est pas nécessairement la réponse la plus bruyante, la plus spectaculaire ou la plus impressionnante face à une blessure. Elle peut prendre une forme beaucoup plus discrète. Être fort, c'est pouvoir reconnaître pleinement sa souffrance sans la minimiser. Accepter que sa colère est une raison d'exister, tout en choisissant des comportements qui restent cohérents avec ses valeurs et ses intérêts à long terme. Cette forme de force est souvent invisible pour les autres. Personne ne voit toujours les moments où une personne décide de ne pas envoyer un message écrit sous le coup de la colère, de ne pas répondre à une provocation, de ne pas transformer une blessure en conflit supplémentaire ou de ne pas prendre une décision irréversible alors que l'émotion atteint son sommet. Pourtant, ce sont précisément ces petits choix répétés qui construisent progressivement la stabilité intérieure. La véritable maîtrise émotionnelle ne consiste donc pas à ne plus rien ressentir. Elle consiste à ressentir profondément, sans devenir prisonnier de ce que l'on ressent. Chaque fois qu'une personne traverse une émotion intense sans abandonner ses valeurs, elle renforce sa capacité à affronter les difficultés suivantes avec davantage de lucidité. Et cette capacité ne reste pas enfermée dans une seule histoire. Elle devient une forme de résilience intérieure utile dans les relations futures, dans les périodes de changement, dans les conflits, dans les déceptions, et dans toutes ces situations où la vie demande de choisir entre une réaction immédiate et une décision plus consciente. Au fond, la retenue n'est pas l'absence de force, elle peut être l'une de ses expressions les plus exigeantes, parce qu'il est relativement facile de réagir lorsque l'émotion prend toute la place. Il faut beaucoup plus de conscience pour s'arrêter, respirer, reconnaître ce que l'on ressent et se demander « Quelle décision pourrais-je encore respecter lorsque cette émotion sera retombée ?» Cette question déplace progressivement le centre de gravité de la réaction vers la conscience de l'impulsion, vers le choix et de la blessure vers la reconstruction. C'est souvent ainsi que la résilience commence réellement à se construire. Parlons enfin de ce que signifie réellement l'idée selon laquelle l'autre peut d'une certaine manière avoir eu de la chance dans le contexte de tout ce qui vient d'être évoqué. Cela ne signifie absolument pas que cette personne devait être protégée des conséquences de ses propres comportements. Cela signifie plutôt que votre retenue, malgré l'effort intérieur considérable qu'elle a pu exiger, a peut-être empêché la situation de devenir encore plus complexe, plus douloureuse et plus difficile à dépasser pour toutes les personnes concernées. Si cette personne ressent un jour un certain soulagement
en comprenant ce qui aurait pu se produire, ce soulagement ne devrait pas être interprété comme une récompense ou comme une absence de conséquences. Il s'agit plutôt d'avoir évité une escalade qui aurait pu laisser derrière elle davantage de blessures, de regrets et de conflits. Et surtout, votre retenue ne doit pas être considérée comme un cadeau offert à l'autre. Elle vous a d'abord protégé. Elle est avant tout le résultat de votre intégrité, de votre capacité à rester fidèle à vos valeurs malgré une émotion intense. Le fait que cette décision puisse également avoir évité certaines conséquences à l'autre personne n'est qu'un effet secondaire de votre propre choix. Cette distinction est importante car elle permet de ne pas transformer la maîtrise de soi en sacrifice permanent au profit de quelqu'un qui vous a blessé. Parlons maintenant de ces moments très particuliers, parfois, au milieu de la nuit, lorsque tout semble soudainement devenir d'une clarté absolue. Il existe une forme de lucidité nocturne qui peut paraître extrêmement convaincante. Dans le silence loin des distractions habituelles, une pensée peut devenir tellement intense qu'elle semble incontestable. Une décision envisagée à cet instant peut même apparaître comme une forme de justice enfin rétablie, alors qu'elle est en réalité fortement influencée par la colère, la fatigue et le besoin de retrouver un sentiment de contrôle. Ce phénomène mérite d'être compris sur le plan psychologique. La sensation de certitude n'est pas toujours la preuve que la décision est juste. La fatigue, l'isolement et la vulnérabilité émotionnelle associée aux heures nocturnes peuvent modifier notre manière d'évaluer une situation. Une impulsion peut alors sembler beaucoup plus raisonnable, urgente ou légitime qu'elle ne le paraîtra quelques heures plus tard. Ce qui semblait absolument évident au cœur de la nuit peut prendre une toute autre dimension lorsque le jour revient. Et cette différence entre la certitude émotionnelle du moment et la perspective retrouvée après le repos mérite d'être prise au sérieux. C'est précisément pour cette raison que l'attente peut jouer un rôle aussi important lorsque l'envie de réagir devient très forte. Attendre n'est pas simplement repousser une décision, c'est créer volontairement un espace entre l'émotion et l'action. Lorsqu'une émotion atteint une intensité élevée, elle peut donner l'impression qu'il faut agir immédiatement pour retrouver son équilibre. Pourtant, lorsqu'on ne transforme pas cette impulsion en action immédiate, son intensité peut progressivement diminuer. Le système nerveux a besoin de temps pour sortir d'un état de forte activation. Une décision qui semblait absolument nécessaire à minuit peut paraître inutile, excessive ou même étrangère à ses propres valeurs le lendemain après-midi, lorsque la charge émotionnelle s'est atténuée et que la réflexion retrouve davantage de place. Instaurer volontairement un délai avant toute décision prise sous une forte émotion n'est donc pas une preuve de faiblesse. C'est une stratégie de régulation émotionnelle particulièrement précieuse. Elle permet de vérifier si l'action envisagée correspond réellement à ce que l'on souhaite construire à long terme, ou si elle répond simplement au sommet temporaire d'une émotion. Une question simple peut alors devenir une véritable protection. Est-ce que cette décision me ressemblera encore demain? Cette question ne nie ni la colère, ni l'injustice ressentie. Elle permet simplement de ne pas confondre l'intensité d'une émotion avec la sagesse d'une décision. Il faut également parler d'une émotion plus discrète, la honte d'avoir envisagé la vengeance. Certaines personnes qui choisissent finalement la retenue continuent longtemps à se juger pour avoir seulement imaginé une réaction différente. Elles repensent aux messages qu'elles ont rédigés avant de les supprimer aux paroles qu'elles ont failli prononcer ou aux scénarios
qu'elles ont imaginées avant de renoncer à les mettre en œuvre. Cette honte n'a pas nécessairement lieu d'être. Il existe une différence fondamentale entre avoir une impulsion et lui obéir. Une pensée intense ne définit pas le caractère d'une personne. Ce sont les décisions prises face à cette pensée qui révèlent davantage ses valeurs. Être fortement tenté de réagir après une blessure profonde ne signifie pas être une mauvaise personne. Cela montre simplement que la blessure a compté qu'elle a touché quelque chose d'important et que la colère a cherché une manière de retrouver un sentiment de justice ou de contrôle. La véritable progression psychologique apparaît précisément dans cet espace entre l'impulsion et l'action. On peut ressentir une colère immense, imaginer plusieurs réactions, puis décider de ne pas franchir certaines limites. Ce choix mérite davantage de reconnaissance que de honte. Il n'est pas nécessaire d'avoir été parfaitement calme pour avoir fait preuve de maîtrise. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir été indifférent pour avoir fait preuve de maturité. La maturité émotionnelle consiste parfois simplement à reconnaître « j'ai été profondément blessé ». Une partie de moi voulait réagir immédiatement. Mais je n'ai pas laissé cette partie décider de mon avenir. C'est là que se trouve une forme authentique de croissance intérieure. La victoire n'est pas d'avoir cessé de ressentir. La victoire est d'avoir appris à ressentir sans perdre complètement la direction de sa vie. Et avec le temps, cette capacité peut devenir l'un des enseignements les plus précieux de toute cette expérience. Une émotion peut être entendue sans nécessairement devenir une instruction.